Perturbation. Malgré ma longue habitude de la solitude, je ressens comme un grand vide, seul à présent avec moi-même. Ma maison me semble immense, nue de la présence de Lila. Une poussière d'énergie retombe doucement. Je tente de me déplacer dans la pièce, mais je ne fais que rouler en cercle. C'est alors que je me décide à retirer ma main gauche de ma joue. Tandis que le fruit des lèvres de Lila prend son envol, heureux d'avoir recouvré sa liberté, je me perds, tête penchée, dans une contemplation passive de quelque chose d'inconnu jusqu'alors. Mes yeux sont ouverts, mon cœur bat, mon corps se tient à peu près. Je présente pourtant tous les signes d'une mort clinique. Électroencéphalogramme plat, organes sensoriels ne répondant plus aux stimuli extérieurs, insensible aux messages de tout poil que pourrait m'envoyer le monde, s'il existait encore. Je suis là, et pourtant. L'après-midi, j'essaie de transposer dans le marbre mes impressions pour mettre en forme le flot d'informations nouvelles par lesquelles je suis assailli. Trop pressé de me mettre au travail, désireux de ne pas perdre l'envie de marbre, je me bricole une chaise haute assez laide, un peu branlante, mais qui présente l'avantage d'accueillir favorablement mon séant, sans béquille ni fauteuil. Tout à ma bulle de concentration, je donne malgré moi à mon marbre un modelé simple, sorte de sphère légèrement aplatie. Aucune circonvolution, plus de recoins, absence totale de variation. Si la forme de ma sculpture reflète réellement mes émotions, je suis alors forcé de me rendre à l'évidence. Ce qui se passe à l'intérieur de ma boîte crânienne, dans mon cortex, mon hippocampe et tout ce qu'on voudra, est d'une simplicité enfantine. Ce sentiment, serait-ce... Non, pas si rapidement que ça. Serait-ce quelque chose se rapprochant de ce qu'on appelle l'attirance entre deux êtres, le coup de foudre des romans? Un point d'interrogation fait dévier ma main droite, et je m'assène un formidable coup de massette sur le métacarpe. Je pousse un cri étouffé en lâchant le ciseau. Je note sur mon carnet, le coup de foudre fait mal. Je continue. J'ai des sentiments pour Lila. Son visage me chamboule, sa silhouette aussi, sa façon d'agir, ses airs de garçon manqué, sa féminité si forte parfois. Tout cela me trouble, plus ou moins agréablement. Soit. J'ai envie de la revoir maintenant. J'ai besoin de connaître sa vie, son enfance, ses goûts, ses livres préférés. Bien. D'après mes lectures, je présente tous les symptômes de l'homme, enfin, de celui qui... Bien. Je dois dépassionner le débat, remettre à plus tard mon envie de plaquer des mots terribles sur les choses inconnues. Si je suis très déconcerté par la présence de Lila, il semble n'en être rien chez elle. Elle se comporte avec moi d'une façon plus que naturelle, instinctive. Pas de regard en coin, pas d'allusion, rien. Si elle a des sentiments pour moi, alors elle en a aussi pour aimer, pour mes vélos, pour mes poules et mes courgettes. À moins que je ne sache pas décrypter les messages de cet ordre. Quoi qu'il en soit, si ça se trouve, Lila est mariée. Je devrais alors l'appeler Madame Lila. Elle est à la tête d'une famille nombreuse, vit avec un beau mari tout musclé, avec voiture, travail et foule d'amis. Peut-être ce couple modèle invite-t-il de temps en temps d'autres couples modèles à la maison pour discuter et rigoler en mangeant, en buvant. Vont-ils se balader ensemble à la campagne, pique-niquant sur une nappe à carreaux, les maris souriant de leurs mâchoires carrées et de leurs dents blanches, riant tous en chœur d'un grand rire masculin, les pectoraux saillants sous le tricot? Afin de nous éloigner du côté brutalement affectif de la chose, remettons-nous-en aux mathématiques, qui ont toujours présenté l'avantage de mettre à distance les sentiments. Posons les égalités suivantes, soit A égale Miloche, B égale Lila, et C égale le beau mari musclé à la mâchoire carrée. Nous symboliserons la fonction attachement sincère par l'abréviation AS. Premièrement, AS de A pour B, plus B marié plus AS pour C, ou AS de A pour B plus B célibataire non AS pour A, inférieur ou égal à amitié entre A et B, plus grande déception de A. Deuxièmement, AS de A pour B, plus B marié non AS pour C mais AS pour A, égale trahison, roman, meurtre passionnel.
Troisièmement, AS de A plus B célibataire, AS pour A, égale perturbation gravissime, bouleversement cérébral aigu, histoire, début, fin, désespoir. Nous ne poserons pas les égalités pour les cas particuliers. Double AS, AS de nature saphique, etc., afin de ne pas perturber les calculs. Notons que les AS entre A et C ne sont pas envisagés et que la proposition AS de B pour A demeure inconnue, ainsi que AS de B pour C. Ces égalités deviennent donc des équations insolubles. L'existence de C n'étant qu'un des éléments de cette réflexion par l'absurde assez nébuleuse, nous ferons confiance au destin. Si mes idées ne sont pas franchement éclaircies, une certitude se dégage néanmoins de l'exercice. Je souhaite que Lila ne revienne plus jamais, afin d'échapper au dénouement qui sera, quoi qu'il advienne, tragique. Qu'elle ne revienne pas, mais vite. Comment accomplir les gestes de tous les jours quand on est assailli de pensées inhabituelles? Je ne parviens à me concentrer ni sur mes activités qui d'ordinaire coulent de source, ni sur celles qui relèvent quasiment du réflexe. Je tourne un peu en rond, il est l'heure de manger mais je n'ai pas faim, et j'accuse les cachets contre la douleur que je suis forcé d'avaler quotidiennement. Pour me changer les idées, j'ai envie d'aller faire un grand tour de vélo, histoire de m'oxygéner le cerveau. Je repense aussitôt à ma jambe, en soupirant. Je prends mon roman, je lis 17 fois la même page sans en saisir le sens. Je le referme, m'excusant platement auprès de l'auteur. Je vais me coucher alors que la lune n'est pas très haute, je me tourne, me retourne, et je suis bien forcé d'admettre que je m'endors. Le lendemain, aux alentours de midi, tandis que je suis la langue sortie en train d'essayer vainement de récolter mes carottes en béquilles, les martyrisant plus qu'autre chose, je me retourne au son de 2 coups de klaxon bref. C'est la voiture de Lolek. Il se gare devant la maison, ouvre le portillon. Il a appris ma mésaventure par Aimé. Aussi vient-il prendre de mes nouvelles. Sincèrement désolé de ce qui m'arrive, il me demande si je n'ai pas besoin d'aide. Je ne sais que répondre. C'est la première fois dans ma vie d'adulte que je n'arrive pas à me débrouiller tout seul. Je l'invite à boire un café dans le salon tout baigné de soleil. Lolek, comme à son habitude, parle beaucoup, de tout et de rien. De sa maison, de son travail, de la crise, des frais qu'il a dû faire chez le dentiste, chez le garagiste, des charges qu'il paie, des fournisseurs qui n'ont pas tenu parole. J'ai beau être habitué au bagout de mon grand ami, son débit est à ce point élevé qu'il provoque parfois chez moi une espèce de panique induisant à l'usure une certaine lassitude psychologique et physique. Il ne faudrait pas croire que mon ami ne parle que de lui. Ce n'est pas son genre. Je crois simplement qu'il souffre d'une anomalie consistant à remplir l'espace de parole. La peur du vide, quoi. Il me pose aussi beaucoup de questions auxquelles je me sens tenu de répondre, et certaines requérant parfois des développements, elles me mettent quelque peu dans la peine, car je ne suis pas, comme on le sait, des plus portés sur la dissertation orale. Il me demande comment je me porte, comment je me débrouille dans mes tâches quotidiennes, si je ne souffre pas, si mes vélos ne s'ennuient pas de moi, me propose avec insistance son aide. Je ne sais pas du tout comment lui parler de Lila. Elle aussi a proposé de me prêter la main. Il ne la connaît pas et pourrait me poser des questions indiscrètes. Pourtant je ressens une furieuse envie de l'évoquer à brûle-pourpoint, sans aucun à-propos, de mettre en parole ce qui se passe à l'intérieur de moi. Au moins de prononcer son nom comme cela, dans l'air, parler de son vélo, de sa façon de s'occuper de mes poules, de son inclination au jardinage, de ses mollets, de sa robe légère, de ses yeux, de son joli nez, de sa bouche. Au beau milieu de mon embrouillement de méninges, sur fond sonore de conversation de Lolek, il semble qu'une fée invisible, incapable de débrouiller les nœuds de ma cervelle, ait eu par lassitude recours à sa baguette. C'est ainsi que la pièce à l'improviste se colore d'un « Bouh !» Nous sursautons en nous tournant vers l'origine du cri. C'est Lila, toute de rire parée, qui a passé son minois par la fenêtre ouverte. Je vous ai vraiment foutu la trouille. Prenant appui de ses mains, la voilà en un bond assise sur le rebord de ma fenêtre, puis debout dans la maison. Lolek se retourne vers moi, l'air amusé et interrogateur, yeux grands ouverts, puis à nouveau vers Lila qui me lance. « Eh bien, Mimi, tu fais les présentations ?»« Ah oui, bien sûr. Lolek, je vous présente Lala, Lila,
Et Lila, je te présente Lolek. Moi c'est Miloche, mais vous me connaissez tous les deux. Lolek, en saluant Lila, s'étonne un peu que je le vous voie, mais m'assure que cela lui plaît. Ce tutoiement, après tout, ça faisait un peu trop peuple. Et puis je lui dois le respect, car, me rappelle-t-il, il est de 3 mois plus vieux que moi. Il se dit enchanté de connaître mon prénom, en me serrant la main, ironique en diable. Ravi de vous connaître, Miloche. Enfin, c'est elle qui lui répond afin de clarifier les choses, sa main secouant toujours la mienne. Et les secousses se communiquent à mon bras, qui se décharge lui-même des soubresauts sur mes joues qui oscillent. Lila se permet d'approfondir les éclaircissements. Je crois que Miloche a un peu de mal à me tutoyer. C'est qu'on ne se connaît pas encore beaucoup. Je suis donc Lila. On s'est rencontré avec Miloche à la Rouquifile, chez Aimé. Figurez-vous qu'il avait perdu ses pédales. Je les ai retrouvées. Félicitations, mademoiselle. Vous êtes très très forte. Moi, c'est Lolek, un ami de longue date qui a renoncé à chercher les pédales de Miloche depuis fort longtemps. Et les voilà qui se marrent. Je les imite, plus humblement, car je suis sensible aux compliments. Miloche, me dit Lolek, il faut absolument qu'on se voie. Danka a 2 nouvelles à t'annoncer, une bonne et une bonne. Lesquelles? Ah, surprise. Si tu veux, tu viens manger à la maison pour une fois. D'1, t'es handicapé. De 2, t'es jamais venu chez nous. Je ne sais pas si je suis encore prêt. Venez manger ici la semaine prochaine. T'as vu dans quel état tu es? Tu vas pas faire la cuisine. Lila saute à pieds joints dans la conversation. Je ferai la cuisine, moi, si vous voulez. Je suis un véritable cordon bleu, sans vouloir me vanter. Je prépare à manger, je réchauffe tout quand vous arrivez et je m'en vais. Je peux même faire le service, si vous voulez. Pas question. Tu fais la cuisine avec plaisir, mais tu manges avec nous, lui répond Lolek en la tutoyant, sans l'ombre d'un problème. Nous, on amène le vin. On fait comme ça? Lila accepte sans se faire prier, et nous convenons de nous voir le 2e jour de la semaine prochaine. J'ai assisté à cette conversation un peu en spectateur. Pourtant, nous parlons bien d'un dîner chez moi, dans ma maison. Ne prenez pas la peine de me torturer, j'avoue sans peine, cela m'arrange. Lila sait prendre des décisions, rapides et définitives, je n'ai pas ce talent-là. Lila et Lolek ont l'air de bien s'entendre, cela me fait très plaisir, même si je ressens comme un pincement au cœur quand elle lui parle beaucoup en souriant de ses jolies dents. Mais enfin, ses créateurs ne lui ont pas donné un sourire pour qu'elle en fasse usage exclusivement avec moi, et je m'origène mon cœur qui a tendance à trop en faire. Cependant que je suis dans mes pensées, entendant à peine le murmure des conversations animées, je remarque bientôt dans un silence 2 têtes tournées dans ma direction, l'une sympathique, l'autre à mon goût, toutes 2 interrogatives. Le visage sympathique est percé d'une bouche, d'où sort alors une question dont le ton me fait comprendre que ce n'est peut-être pas la première fois qu'on me la formule. « C'est d'accord, Miloche ?»« Je suis entièrement d'accord, et je serai fort aise de vous recevoir dans ma demeure, afin que nous partagions un convivial dîner, lui réponds-je sur le ton consacré de nos invitations. Lila siffle d'admiration à la richesse empoulée de ma prose. Lolek se lève et prend congé. Je le raccompagne jusqu'au portail. Je lui recommande de bien embrasser Danka de ma part. Il me répond d'un clin d'œil qui en dit long, et me gêne. Quand je tourne les talons, la voix forte de Lila me cueille en plein vol, alors que je n'ai pas encore franchi le pas de la porte. « Ça te va un repas italien ?» Courgettes mozzarella en entrée. Parce que les tomates, c'est plus la saison. Elles ont goût à rien en ce moment. On va prendre de belles courgettes rouges de ton jardin. Ça doit être très bon. C'est très bon. Cela a un arrière-goût de tomates du jardin avec un je ne sais quoi de... Bon, l'entrée c'est décidé. En plat de résistance, je te propose des spaghettis alla puttanesca. Je les fais à merveille. Et je dis ça parce que c'est vrai. J'ai pas de mérite. C'est ma grand-mère qui m'a appris la recette. C'était une italienne pur jus. La nonna, on l'appelait. Je te fais confiance. Et en dessert, je te préparerai un tiramisu. Tu vas tomber de ta chaise en le goûtant. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. C'est parfait, Lila, parfait. Mais, dis-moi, c'est quand même un peu précipité ce repas. Mon épicerie ne sera pas ouverte, je ne sais pas comment faire. Ton épicerie? Oui,
L'épicerie à Miloche, chez Aimé, elle n'est ouverte que la 3e nuit de la semaine. Le mercredi soir? Si tu veux, oui. Tu peux pas parler comme tout le monde. Pourquoi? Bon, laisse tomber. Tu laisses tomber aussi pour l'épicerie à Miloche. Il y a des épiceries à Lila plein la ville. Il y a même des supermarchés à Lila. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Toi, tu restes tranquillement chez toi, tu lis, tu sculptes ton marbre, et tu maintiens ta jambe au repos, compris? À ce propos, j'ai vu que t'as encore essayé de jardiner dans ton état. Il y a des trous de béquilles partout dans la terre meuble. Je t'ai dit que je m'en occupais, tu m'écoutes ou non? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, je t'aime bien, je crois. T'es bizarre et ça me rassure. Il y a longtemps que j'ai pas croisé quelqu'un d'aussi étrange et naïf que toi, Miloche. Je croyais que ça n'existait plus. Merci. Avant tout, tu me donnes l'autorisation d'aller un peu gribouiller les feuilles de ton figuier? Là, je prononce une phrase qui semble venir de la bouche du personnage de fiction qui m'habite, qui sait que c'est à lui de jouer, car il connaît et désapprouve mieux que personne la pusillanimité de mon caractère. Je l'ai planté pour toi, Lila. Il ne pousse qu'en attendant tes poèmes. C'est joli, ça, dit-elle en rougissant. Toi aussi, t'es un peu poète à tes heures. Allez, va travailler ton marbre. Tu veux que je le déplace? Ça va, merci. Promis, je t'appelle si j'ai besoin de toi. Lila part dans le jardin. J'ai déjà envie de l'appeler. Je sens un irrésistible besoin d'elle, comme si, jusqu'à présent, je n'avais vécu qu'à moitié. J'ai l'impression étrange d'avoir retrouvé un bout de moi perdu depuis l'origine. Je ne la connais pas bien, c'est vrai, mais si Lila part demain, j'ai peur de ne jamais m'en remettre. J'aurais préféré ne pas l'avoir rencontrée. J'étais bien tout seul. Je ne risquais aucun désenchantement, aucune blessure morale, aucune jalousie. Assis sur ma chaise branlante dans mon atelier, je caresse mon marbre, ma forme ronde aplatie, à peine dégrossie. J'observe Lila par la petite fenêtre. Elle ne voit rien autour d'elle, tout à sa poésie. J'aime la regarder. Sa robe violette tournoie dans une sorte de transe tranquille. Je voudrais ne jamais l'avoir connue. Le chien. N'allez pas croire non plus que j'ai toujours vécu seul. Je ne suis pas une bête. Oh, bien sûr, ce n'était pas la même chose que ce qui m'arrive aujourd'hui, mais j'ai aimé d'un amour profond. Oui, j'ai eu, pendant presque 10 ans, un compagnon. Un de ceux qu'on appelle avec justesse les meilleurs amis de l'homme. Je me souviens de cette période avec un ravissement très doux. J'étais beaucoup plus jeune. Je l'avais trouvé tout chiot, errant dans le quartier, juste devant ma maison. Je l'avais pris chez moi, il faisait froid. Je lui avais donné à manger, il m'en était reconnaissant. Malheureux pour son maître ou pour sa maîtresse, j'avais alors écrit le premier jour une annonce sur une dizaine d'affichettes, le lendemain sur une vingtaine, et enfin sur une cinquantaine 3 jours plus tard. J'avais placé ces affichettes sur des poteaux, des coffrets de gaz, des vitres de cabines téléphoniques, un peu partout, quoi. Trouvé chiot roux au poitrail blanc, bout des pattes blanches, race indéterminée. S'adressait à Miloche, puis mon adresse. Je m'étais même procuré un livre sur les chiens pour connaître la race. Il y avait des photos, et chaque fois que je comparais sa bouille aux yeux ronds avec les modèles, je disais non, et il me confirmait la chose. J'en ai déduit que le chien était un bâtard, comme moi, comme nous tous. Au bout d'un gros mois, personne n'était venu réclamer son ami, et je m'étais attaché à lui. C'est fatal quand on a un peu de cœur. La nuit même, j'ai couru en trombe, arraché toutes les affiches qui subsistaient dans le quartier, les yeux exorbités, le cœur battant, et je suis revenu serein chez moi. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé mon colocataire dans les yeux de toute ma hauteur d'homme. Je lui ai dit en le montrant du doigt, « Toi, tu n'appartiens plus à personne. Tu n'as plus de maître, plus de propriétaire. Tu es ici chez toi. Tu es mon ami, tu as les mêmes droits que moi. Tu peux faire ce que tu veux. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. » Il a compris exactement ce que je lui disais, car il a légèrement penché la tête avant de me sauter dessus en me léchant généreusement. Moi, couché sur le dos, je le caressais et nous étions heureux. Je lui ai dit « Je vais te donner un nom, mon chien », car il ne m'en avait rien dit. Mais tellement de patronymes me sont venus à l'esprit, de Médor jusqu'à Jean-Luc en passant par Rodin, que je n'ai pas su faire le tri. Je l'ai appelé le chien, avec un grand C. Il a un peu grandi, pas trop, il est resté à sa place, et nous avons été les meilleurs amis du monde. Lui, le meilleur ami de l'homme, moi,
le meilleur ami du chien. Des fois, nous allions faire un tour en vélo. Il galopait joyeusement derrière moi, devant, à côté. Nous faisions parfois la course. Le chien adorait les courgettes. Il poussait de petits cris aigus quand il les dévorait goulûment. Un peu trop vite à mon goût, je dois dire, ça se déguste la courgette. Enfin, chacun sa personnalité. Le chien mangeait comme moi, mais par terre. Quand je lisais, il s'assoupissait à côté de moi. Quand je sculptais, il faisait la sieste dans l'atelier. Quand je réparais mes vélos, il roupillait dans le hangar. Quand j'allais me coucher, il me soutenait moralement, et nous nous rejoignions alors dans un sommeil commun, en communion totale. Le chien était éveillé quand je nourrissais les poules, que je lui avais appris à respecter, quand je faisais la cuisine ou rangeais. Le reste du temps, il récupérait. Et puis, petit à petit, son enthousiasme a diminué. Le chien s'essoufflait quand nous allions nous balader en vélo. Il n'aimait plus jouer, se déplacer d'un pas qui devint lent, arthritique, pesant. Pour lui donner le change, j'ai pris à mon tour de la maturité. Je lui parlais d'une voix plus posée, je pédalais avec responsabilité, avant de laisser tomber tout à fait la bicyclette pour marcher à côté de lui. Puis j'ai arrêté la marche par solidarité. Le chien me regardait sous ses paupières tombantes, comme pour s'excuser. C'est la nature, semblait-il me dire. J'aimerais, comme au premier jour, faire la course avec toi, me fendre de bonds admirables, étendre les pattes de devant au sol, fesses en l'air, en couinant, prêt à bondir vers le bâton que tu me jetterais. Mais le temps est injuste, c'est le chien qui me l'a appris, et je serai bientôt obligé de te laisser, malgré tous mes efforts. C'est bien ce qu'il a fait. Un matin, j'ai découvert son corps sans vie au pied de mon lit. J'avais recueilli son dernier souffle dans mon sommeil, sans m'en apercevoir. Je n'ai pas aéré ma chambre pendant 10 jours pour conserver un peu de son âme. Le lendemain de son départ, le pas traînant, en silence, j'ai construit une très belle boîte en bois, bien ouvragée, avec mes meilleures planches. J'ai passé toute la journée. J'ai fait des chanfreins, bouché les petits jours et les défauts à la pâte à bois, fignolé la surface au papier abrasif. J'avais besoin de donner encore du temps à mon ami. Puis j'ai mis le corps du chien à l'intérieur, sur sa plus belle couverture, avec délicatesse, et je l'ai embrassé une dernière fois en le mouillant de larmes, en lui susurrant des adieux. J'ai pris 3 de mes plus beaux marbres polis que j'ai disposés à ses côtés, pour l'accompagner dans son voyage dans l'au-delà. Puis j'ai refermé la caisse avec un joli couvercle, que j'ai fixé à l'aide de vis en laiton, grâce à mon vilebrequin. J'ai ciré méticuleusement le cercueil, et je l'ai enterré avec cérémonie au fond du jardin, juste à côté du figuier qui n'était alors qu'un jeune arbre plein de sève, et qui me donne aujourd'hui, dans sa généreuse maturité, de beaux fruits gorgés de soleil et de l'âme du chien. Quand je mange une figue, c'est chaque fois l'Eucharistie laïque. Au-dessus de sa tombe, j'ai déposé un marbre brut, une de ces formes sculptées par la nature avec une maestria incomparable. Il lui fallait le plus beau. Puis, j'ai continué à vivre, car je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne suis plus sorti que la nuit, pour ne pas avoir à revivre les mêmes situations sans la présence du chien. J'ai connu l'amour, oui, cet amour profond qui réchauffe le cœur, qui ne fait plus de vous le centre de l'univers et qui vous brise complètement quand il n'est plus là, par manque de temps. Je suis donc toujours là, moi, les joues baignées des larmes du souvenir, caressant mon marbre avec affection, en train de me réjouir de la présence douloureuse de Lila. Je l'observe à travers le rond de carreaux essuyés de ma fenêtre pleine de poussière. Elle envoie des poèmes aux chiens, de feuilles en troncs, de troncs en racines, de racines en terre. Je suis en train de découvrir une étrangeté à qui l'on donne peut-être le même nom, amour, dont la chaleur est pourtant moins confortable, plus arythmique, mais tout aussi nécessaire, et par là même effrayante. Je dois me reposer maintenant. Je me lève sur mes béquilles et je vais voir Lila, les yeux gonflés, secs d'avoir été trop humides. Quand elle me voit venir, son regard change et il devient plus inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, Mimi ?»« Rien. Je suis un peu fatigué. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Je dois prendre un peu de repos. »« Mais pourquoi? Je peux t'aider? »« Non, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. »« Bon, d'accord. Je reviens demain, ok ?» Comme je ne réponds pas et que je baisse les yeux, Lila me donne un baiser sur le front, m'essuie du pouce une trace de larmes pas tout à fait éteinte, prend ses affaires, file sans faire de bruit. « Au revoir, Miloche.
Repose-toi bien. J'espère que je n'ai rien fait qui ait pu te choquer. Au revoir, Lila. Merci. Tandis qu'elle s'éloigne dans le bleu, je ferme mes volets et je me couche, les poings dans les yeux. J'ai eu ma dose d'émotion, il faut que je digère. La fragilité est beaucoup moins visible dans le noir. Avec un peu de persuasion, on pourrait même croire que je suis un roc, un homme fort, mâle dominant qui cogne dur, saigne, avance sans répit, insensible aux rigueurs du temps, aux blessures de la vie, portant le combat naturel sur son visage sec, plein d'assurance virile. Dans le noir, je suis un patriarche au bras d'acier. En l'absence totale de lumière, je suis surtout quelqu'un qu'on ne voit pas, et qui n'a pas sous les yeux la laideur des visages des délateurs endormis, des traîtres qui sommeillent, des exterminateurs latents, des ordures peuplant les rues, sous leur masque d'attente d'une quelconque catastrophe qui leur permettrait de faire exploser toute leur férocité contenue. Je ne peux pas m'empêcher de voir un visage sans me poser la question. Aurait-il dénoncé ou aurait-il caché? Aurait-il exterminé ou sauvé? Ou suivi simplement? Salopard, cœur pur ou détourneur de regard? Et moi? Par peur de la déception, je préfère ne voir que des salauds. Je sors la nuit, je leur laisse le jour, pour que les forces s'équilibrent. Laissez-moi du repos, merde! Je ne demande que 24 heures.